j'ai pris comme première image l'Apollon du Belvédère qui se trouve à Versailles, parce que c'est juste au moment du coucher du soleil et un être noir qui est noir puisqu'il est en bronze là, mais donc c'est l'Apollon, c'est donc à partir d'une copie d'un marbre. Il y a eu des copies et puis après, à l'origine, il y avait une cire. Ça a été fait pour le bronze. Après, ça a été copié en marbre. Et puis, il y a le retour après les différentes générations pour faire ce bronze qui est une fois et demie, enfin, une fois et demie grandeur nature. Hein. On est sur une échelle où on s'identifie avec l'être. Et donc, Louis XIV a voulu cet emblème. C'est juste au-dessous de la galerie des glaces. C'est vraiment au milieu de la façade. Et donc, quand le soleil se couche sur le grand bassin, dans cette orientation, c'est le moment d'une bascule extraordinaire entre le haut et le bas, avec toutes les orientations des différents plateaux. Et donc là, j'étais ému en faisant cette photo qu'un être qui tend le bras avec sa toge, en fait, il est statique comme ça en apparence, enfin dynamique. Derrière l'ombre portée, on a un complément, quelque chose enfin, un être qui marche. Là aussi, il y a une bascule entre le chaud et le froid. Et donc, cet aspect atmosphérique, en fait, c'est le sujet des peintres. On croit qu'il représente la chose pour désirer, pour transmettre, et en fait, on se trouve avec des projets qui sont beaucoup plus larges que le simple fait matériel. C'est-à-dire, vous avez vu dans ce que nous a dit Wissam, le projet du vernis, il est déjà quand il commence le bois. Donc, le projet pictural, en fait, comprend le vernis dans l'art ancien. Tu peux peut-être avancer. Je vais prendre la suite. Non, excusez-moi, je suis allée dans le mauvais sens. Alors, justement, on a pris aussi comme emblème, vous l'avez peut-être vu, une terre vernissée. Henriette Grandjean-Bourquin était une femme artiste née en Suisse et qui a étudié à Dresde en 1905. Elle a étudié aussi à Paris et elle a produit un certain nombre d'objets d'art. Et pendant une période, en 1910, elle a fait des céramiques. Et cette céramique est intéressante. Pourquoi est-ce qu'elle a été choisie? Parce qu'elle fait partie de ce travail qui a intéressé au moment de l'Art Nouveau, de faire des céramiques avec une évolution où la base, vous voyez, est mate et seule la partie haute à la matière qui, à la cuisson, va donner ce que l'on appelle une terre vernissée. Donc, on a un double jeu du mat au brillant. Et c'est sur l'épaule du vase, vous voyez que vous avez ce brillant qui a été ajouté avec, voilà, comme les bijoux, si vous voulez, comme des incrustations. Et donc, Henriette Grandjean, quand elle a fait ses céramiques, elle a fait les modèles, elle a fait les gabarits et elle les a réalisés. La seule chose qu'elle ne faisait pas, c'était la forme première qui était faite par un potier. Et elle a fait ça à Ferney-Voltaire, un endroit connu pour justement ses terres cuites. Alors, Henriette Grandjean, c'est ma grand-maman. Donc, c'est elle qui m'a mis
crayon en main. Et l'une des premières choses qu'elle m'a mis derrière, ça a été le pinceau avec des vernis. Tout de suite, je devais faire un cadeau pour ma mère. On avait fait des études avec des oiseaux, etc. Il y avait un parchemin, c'était entre guillemets avec une craie grasse. A priori, il n'y avait pas nécessité de vernir. Et tout de suite, elle m'a montré qu'on pouvait faire des vernis inégaux, et selon l'épaisseur du vernis, il y avait une vibration optique, mais peut-être même énergétique qui se passait. Et là, bon, dans la projection, moi, ce que j'ai, c'est peut-être encore meilleur que ce que vous avez, mais il y a vraiment une part avec le coup de feu en bas, avec une matité, et une montée dans comme tout d'un coup, une lumière qui se lèverait comme le soleil d'Apollon. Alors, pour évoquer il y a un temps de latence entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où l'image apparaît. Oh, oh. Ça y est. Attends, il ne faut pas appuyer plusieurs fois, sinon c'est d'évoquer justement les vernis utilisés en ébénisterie sur les meubles. Et c'est exactement le même problème que ce que disait Wissam, c'est-à-dire que les vernis peuvent améliorer, enjoliver, ils ont un rôle protecteur. Et là, le salon, le bureau plus exactement de Louis XV a été restauré et ils ont retrouvé toutes les essences de bois. Et le fameux bureau qui a été fait par Euben et Rissner, il contient du bois, des bronzes, des plaques de porcelaine, et même une pendule qui a été intégrée à ce dit bureau. Il est donc, bon, je ne vais pas le bouger, il est donc un exemple de ce travail aussi sur les vernis. En Occident, au départ, quand il y a eu peinture, c'était la fameuse peinture que l'on appelait à tempéra. Alors, vous savez que quand on peint, quand on travaille en art, on fait véritablement de la cuisine. Alors, normalement, on ne doit parler de tempéra, parce que c'est assez ambigu dans les appellations, que quand c'est l'utilisation de l'œuf. Avec le blanc d'œuf, qui est le colloïde, la matière qui va donc agglomérer les pigments et permettre qu'ils tiennent sur la surface, additionné d'un peu d'eau, et le jaune d'œuf, quand il est ajouté à ce blanc d'œuf, va donner plus de brillant. Donc, on peut jouer à la tempéra d'un aspect mat à un aspect brillant. Et normalement, la tempéra ne doit pas être vernie. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On ne vernit pas une aquarelle, on ne vernit pas un pastel et on ne vernit pas normalement un tableau à tempéra. On a commencé à vouloir donner un espace autre, c'est-à-dire on ne vernit pas la feuille d'or. On ne vernit pas en principe une miniature qui est protégée dans un livre. Mais là, on se trouve avec une icône, avec le principe de comment on va passer d'un jaune absolu, qui est la lumière de l'or, à un être illuminé et qui incarne une autre destinée, enfin la destinée sublime qui est autour de lui. Et donc, autour de l'or, l'or est inaltérable. Selon l'angle qu'on a, il peut être soit blanc, entre guillemets, en lumière, soit jaune, soit quand on descend la luminosité dans l'éclairement, c'est il reste une présence même dans un aspect très sombre. Donc là, il y avait la question de comment créer autour d'un être statique un dynamisme qui va devenir le livre rouge, qui est la base
de la feuille d'or dite de bol d'Arménie. C'est-à-dire que vous avez une usure de certaines parties en rond pour, on voit bien, ça se tourne comme ça et ça s'isole en tant qu'incarnation fermée et c'est ouvert sur l'ensemble comme l'auréole descend du trilobé, elle devient aussi la tonsure. Enfin, il y a un jeu de plans, de réalités différents. Voilà. Et les couleurs, les pigments utilisés pour ces tableaux sont tous que des pigments naturels. Le rouge du livre, c'est le fameux cinabre, sulfure de mercure. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le passage de l'or, la feuille d'or inaltérable, et le manteau jaune de Saint-Pierre, qui est fait de ce pigment qu'on appelle or-piment, c'est-à-dire aurus pigmentus, le pigment qui ressemble à l'or, et qui lui, bon, n'est qu'un sulfure d'arsenic. Vous savez que les peintres pouvaient liquider leurs amis ou leurs compagnons très facilement avec les produits qu'ils utilisaient, ou se liquider eux-mêmes. Et il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce tableau, c'est comment les ombres sont faites. Vous voyez que sous la carnation, sous les cheveux, dans le détail, vous voyez qu'il y a une coloration verte qu'on appelle le fameux verdaccio. Et généralement, je dis qu'elle est comme une caisse de résonance, c'est-à-dire qu'elle est dessous, on la perçoit, mais elle sert surtout à exalter toute l'évolution qui est faite de tout petits traits. Vous voyez, avec la tempéra, on ne peut pas badigeonner, on ne peut pas étaler, de petits traits successifs qui cachent plus ou moins cette couleur verte, qui est la couleur de l'ombre. Et ensuite, le volume est fait par la densité de pigments ocre qui vont travailler sur la carnation. Une chose est intéressante, c'est que quand on dit, très souvent on entend « Ah, ce sont les impressionnistes qui ont inventé l'ombre colorée ». Hein, bon, ben là, on se rend bien compte que l'ombre colorée, elle est nettement plus ancienne, elle est même plus ancienne que ce tableau. Et je peux remarquer aussi une chose sur non, les t'es yeux. parti. Il y a le sol blanc par rapport à l'étole. C'est un œil illuminé par l'extérieur. Oui, non, tu t'es trompé de bouton, je l'ai fait aussi. Il va revenir. Tu veux prendre le suivant? Suivant. Voilà. Ça, c'est l'intérieur de la basilique Saint-Marc. Ben non, il n'est pas. Excusez-moi, on n'est pas très doué. Voilà. Ça y est, ça y est. Alors, Pourvu que ça ne bouge plus. Imaginez le blanc de l'œil de tout à l'heure, là, le bleu ouvert de toutes petites fenêtres, alors qu'il y a un climat, une émission dorée comme dans l'atmosphère qui peut exister aussi avec nous. Donc, l'idée, c'était de créer merci. De créer le climat de l'intérieur qui correspond à quelque chose d'inaltérable. Donc, d'entrer dans un lieu où tout devient inaltérable par la logique des éclairements. Alors, sur le jaune, il devient or, mais inversement, quand il est mal éclairé, il est négatif. Un même non, là tu recules. Là, on est aussi dans une ambiance de mosaïque dorée qui
qui, quand il y a les fêtes la nuit, donne une atmosphère. On est véritablement dans une coupole d'or. Et cet or, on l'a aussi à l'extérieur, hein, sur les mosaïques extérieures de la basilique Saint-Marc. Et là, c'est au moment du coucher du soleil qui exalte ce ciel. Et c'est intéressant de noter ça parce que à la Renaissance, à partir du XIVe siècle, mais surtout le XVe, la peinture occidentale va essayer de rendre ce que l'on appelle l'air, l'espace, l'atmosphère autour des bâtiments, alors que les fonds d'or avant avaient tendance à empêcher de donner une idée de perspective, une idée de profondeur. Et donc, aujourd'hui, là, dans notre présentation, on va essayer de vous faire passer parfois par des observations de paysages ou d'objets en disant, c'est en observant ces phénomènes naturels, la diffusion de la lumière, qu'il faut penser aussi à l'art occidental. Donc là, c'était... hop, Peut-être on va essayer. Venise a le lien avec l'eau, avec la dimension de l'air. Et donc, elle est au-dessus de l'eau par volonté d'exister contre les invasions, mais ça veut dire qu'ils sont ouverts sur les autres cultures. Ils vont voyager, ils vont ramener précisément ce type de résine. Alors, on a eu un ami oriental, on a vu le... Imaginez que ces éléments arrivent comme un élément extraordinaire, précieux. Donc, il y a le désir d'en faire quelque chose, de l'appliquer pas simplement à la lutherie, mais aussi vers la peinture. Donc, on est sur le principe d'une diversité de résines différentes. Théoriquement, le cours aujourd'hui devait avoir lieu dans le laboratoire Chevreul. Et j'avais demandé à Patrick ce lieu particulier parce qu'il y avait toute une série de pigments et après toute une série de bocaux différents avec des résines différentes de différentes couleurs. Donc, le souci de Chevreul ne s'arrêtait pas aux pigments, mais aussi aux couleurs des résines en interaction avec les pigments en peinture ou dans l'usage de nos vies, comment protéger, comment vivre avec. Alors, j'ai photographié aussi, ça c'était dans la vitrine de Wissam, je lui ai dit, ben alors, on ne verra pas les bocaux. Alors, il m'a sorti 4 bocaux, mais il y en avait avec différentes couleurs. Donc, alors après, il vous a expliqué qu'on pouvait faire des interactions, qu'on pouvait les combiner, mais imaginez, il y a des résines, là c'est l'angle de vue simplement qui change exprès pour vous montrer, la même peut donner une apparence grise ou noire ou plus dorée. Est-ce qu'il n'a pas expliqué, qu'on aurait bien aimé aussi, ces histoires de résine heureuse? Ah oui, il nous a, quand on a pris la photo et même avant, il nous avait expliqué quelque chose qui est assez beau, c'est toute la poétique qu'ils mettent autour de ces résines. Wissam part en Éthiopie avec ses 2 frères pour un concert, mais il va ramener ce qu'il appelle les trésors, c'est-à-dire qu'il va ramener les résines d'Éthiopie et il se fait expliquer par les personnes locales la propriété de chacune. Et aussi, une chose est importante, c'est qu'il va
il était allé quelque temps auparavant à Oman. Il a ramené aussi des résines. Et là, vous voyez les petits grains que vous avez ici. Il appelle ça des larmes de joie. Pourquoi? Parce que c'est l'exsudat naturel de l'arbre qui va pleurer de joie des larmes et qui sont naturellement très pures et très belles. Attends. Avec le principe que dans le bourgeon, elles émettent la résine, mais quand on veut les exploiter, on saigne le tronc, et à ce moment-là, on a des résines qui sont lourdes. L'agglomérat que vous avez sur le côté, il appelle ça les larmes de souffrance, parce qu'elles sont dues à l'incision de l'arbre. Et il dit, elles ne sont pas pures, il faut beaucoup plus les purifier, parce qu'avec l'incision, elles vont prendre du lichen, de l'écorce, elles vont avoir des insectes qui se collent, alors que dans les larmes de joie, les insectes ne vont pas dessus. Vous voyez, il y a aussi tout un vocabulaire extrêmement important autour de ces résines. J'espère qu'un jour, on pourra véritablement aller voir là où ils travaillent, bien que ce soit quand même un lieu un peu étroit, mais c'est possible. Alors, à partir du moment où il y a eu l'invention en Occident de la peinture à l'huile, il y a eu cette nécessité de vernir. Pourquoi? Parce que la composition même de ce que l'on appelle la peinture à l'huile, la matière peinture, contient du vernis. Elle contient un mélange de résine dissous. Alors, vous avez entendu, dissous à l'alcool, dissous à l'huile, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs recettes. Mais après, il y a le problème de comment ça va sécher. Donc, on a émis, dès l'opération de la peinture, un véhicule pour que ça soit plus fluide, mais aussi un cicatif qui est le vernis avec lequel, au final, on va combiner les dernières couches qui sont les glacis et les vernis. Donc, dans la stratification... Attends, je vais te poser une question. Justement, quand Wissam a parlé de ces couches, m'a dit, ça vous a évoqué le sfumato de Léonard ou pas? Non. La superposition de couches avec peut-être un colorant à l'intérieur? Non. C'est un pigment, oui. Non, je n'ai pas pensé au glacis. Vous n'avez pas pensé au glacis, voilà. Parce que le glacis est une matière de peinture. Finalement, parce que souvent, quand on en parle, les gens vous disent le vernis, c'est semé dessus, et dès que l'on met des pigments dedans pour faire un glacis ou autre, c'est plutôt une matière à peindre. Vous voyez comment les gens s'expriment très souvent. Oui. Le passage à la peinture à l'huile, en fait, l'invention de la peinture à l'huile, c'est le solvant derrière. C'est-à-dire la térébenthine a été le vecteur nécessaire à l'épanouissement de la peinture à l'huile. Il y avait la peinture à l'huile peut-être encore dans l'Antiquité, mais arrive le principe avec Van Eyck de trouver comment faire distiller les résines pour en avoir un volatile qui va être la térébenthine. Et donc, on va combiner une chose qui sort de l'alambic avec une résine qui sort d'un arbre. Bon, il y a déjà deux propriétés pour une même chose.